Bonjour à tous, ici Lisa Brival pour Who You Are, le podcast qui vous parle d'immigration. Ici, on va à la rencontre de ces gens qui, un jour, ont quitté leur pays par choix ou par obligation. On parle sentiments, émotions, mais aussi peine, joie, bonheur et désillusion. Et aujourd'hui, dans Who You Are, on accueille Eladj Boubacar Bari, qui est né en Guinée et qui a le plaisir de nous raconter et nous partager son histoire. Bonne écoute. Bonjour Bari. Bonjour Lisa. Alors, bienvenue dans le podcast Who You Are. Dans un premier temps, je te laisse te présenter de la manière que tu le souhaites. Ok. Bonjour Lisa, moi c'est Eladj Boubacar Bari. Bon, mon nom de famille c'est Bari. Du coup, je suis aujourd'hui ingénieur responsable projet chez GDTech à Safran et je suis guinéen d'origine. J'habite au Havre depuis 2013, donc ça fait 10 ans. Et pourquoi t'es arrivé au Havre et en France ? Je suis venu au Havre parce que j'ai une admission à l'université du Havre, donc je suis parti de chez moi dans le cadre des études. Enfin, avoir la possibilité de faire des études meilleures dans des universités françaises qui sont mieux classées par rapport à mon pays. C'est ma motivation primaire. C'est ce qui a fait que je suis parti de chez moi. Et puis pourquoi la France et pas un autre pays ? Parce qu'il y a plein d'autres pays où les universités sont aussi classées. Qu'est-ce qui a orienté ton choix ? Qu'est-ce qui t'a amené ici en fait ? Mon choix pour la France, la première des raisons, c'est que mon pays parle français. Donc la langue nationale, c'est le français. Et j'ai fait toutes mes études en français depuis l'école primaire. Donc pour moi, aller dans un autre pays pour continuer mes études serait un peu... ça aurait été bien aussi, mais j'ai préféré la France parce que voilà, je parle la langue et ça me retirerait une certaine barrière qui est d'apprendre une autre langue dès l'arrivée. Donc j'avais déjà l'avantage de la langue. Et je connaissais aussi du monde qui habitait en France, des amis d'enfance, de la famille. Donc ça a motivé mon choix. Et la culture française, elle est présente en Guinée ou pas ? Oui, un petit peu. Dans une certaine classe sociale, on va dire. Et avec la télévision, dans la rue aussi, il y a le rap français, les jeunes qui écoutent du rap et tout ça. Donc il y a une forte influence française. Donc forcément, oui. Donc ouais, j'ai bien ce souvenir-là. Quand je suis arrivé, l'histoire... du petit badge magnétique, ah oui. Du ticket de métro, du ticket du RER. Qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte-nous. Chez moi, ce qui m'avait impressionné, c'est que chez moi, je n'étais pas rentré dans les transports en commun en passant par un tourniquet. On se déplaçait plus en moto ou en voiture. Et quand je suis arrivé à Charles de Gaulle, il y a mon ami qui est venu me chercher. Et du coup, il nous a acheté les tickets. Et moi, en ticket magnétique, je n'avais pas utilisé avant. Du coup, j'étais impressionné par le fait de l'utiliser une première fois, quoi. Tu l'insères et après, tu as un tourniquet, tu tournes et tu passes, tu vas entrer dans ton métro. Du coup, c'est pas quelque chose d'énorme, mais j'étais quand même impressionné. Ça t'a marqué ? C'est la première fois, ça m'a marqué. Et qu'est-ce que ça a été ta première image quand tu es arrivé en France ? La première, quand j'étais dans l'aéroport, c'était... Oui, c'est à ça je m'attendais. Et la deuxième, quand je suis entré dans le RER, plus je m'éloignais de l'aéroport, je voyais des graffitis, on passait par je pensais le 9-3, on passait par certains endroits qui étaient un peu délabrés quand même. Donc je veux dire que j'ai commencé à avoir une désillusion totale. C'est vrai ? Ouais, c'était... Pour moi, ce qu'on voyait à la télé, c'était l'Europe ou la France qui était très belle, qui était... Voilà, il n'y a pas de côté où il y a de la saleté ou de côté où il y a des choses qui sont délabrées. Donc ça a été une désillusion pour moi. Tu pensais que tout était propre, nickel, parfait. Et puis, et au fur et à mesure, cette désillusion, est-ce que tu as continué de la ressentir ou ça s'est arrêté quand tu as commencé à t'installer, etc. Quand j'ai commencé à m'installer, oui, ça s'est arrêté. Les premiers jours, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très proche de ma grand-mère, qui était très proche de ma grand-mère, qui est décédée. Du coup, il y avait le manque. Il y avait tout ça qui m'a beaucoup affecté au début. Et après, je m'adapte un peu vite aussi. Donc ça, c'est une qualité que j'ai. Du coup,
c'est passé, je dirais pas rapidement, mais avec le temps, j'ai réussi à vivre avec, quoi. Et Ouais. à m'insérer, à essayer de vivre avec et de comprendre comment les choses se passent. Et qu'est-ce que tu as trouvé de très différent culturellement? Genre par exemple, je sais pas, est-ce que dans les comportements des gens ou alors Mhm. dans tout ce qui va être évident, la nourriture, les choses comme ça a rien à voir. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué, qui t'ont... Bah oui, il y a des choses qui m'ont choqué que je ne pourrais pas oublier. Comme quoi par exemple? Par exemple, les gens étaient réservés au début. C'est vrai? Ouais. Moi, quand j'arrivais à l'université, les premières fois quand j'arrivais, tu vois, je saluais tout le monde. Hmm. Et quand je faisais en cours une fois, deux fois avec quelqu'un, je considérais qu'on était camarades de classe. Mais j'ai remarqué que eux, quand c'est eux qui venaient, ils faisaient comme s'ils ne te connaissaient pas. Du coup, chacun était dans son coin. Au début, je pensais que c'était méchant. Mais avec le temps, j'ai vu que c'était des cercles d'amis. Il y en a qui se connaissaient depuis longtemps. Et pour enlever cette barrière, il fallait aller vers eux. Si tu as un besoin, tu vas vers eux. Et moi, je ne me suis pas fixé de limite par rapport à ça. Je suis allé vers eux. Mais j'ai remarqué que les gens sont réservés envers, je dirais pas l'étranger en tant que quelqu'un qui vient de l'Afrique ou ailleurs, mais l'inconnu. Oui, Ouais. d'accord. Ça, oui. Et après, la deuxième des choses, enfin, il y a une chose aussi qui m'a, enfin, choqué, pas Ouais. dans le mauvais sens, mais c'est de voir des gens s'embrasser dans les transports en commun. C'est vrai? Oui. Ah ouais? Pourquoi ça t'a choqué? Bah, parce que chez moi, les gens, la pudeur, les gens sont un peu pudiques par rapport à ça. Bah, du coup, c'est quelque chose qui m'avait choqué aussi au début, ouais. Des gens qui s'embrassaient, des couples, par exemple? Bah oui, des couples qui s'embrassent dehors. Ouais. Bon, c'est des choses qui m'ont En choqué. Guinée, ça se fait pas? Ah ouais? Non, Ah, se fait j'aurais pas pensé ça, je savais Ça se pas. fait pas dans la journée, même si tu es avec ta copine pour vous Hmm. embrasser, vous vous cachez, tu vois. Ouais, Pas vous vous cachez vraiment, mais dans la culture, dans la tradition, c'est pas comme ça. ok. Ouais, c'est que les gens sont pudiques, mais ils se cachent pour faire les choses. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui, cette pudeur, toi, aujourd'hui, tu l'as toujours, cette pudeur Oui. ou, enfin, en t'adaptant à la France, est-ce que ça a évolué chez toi? Est-ce que tu te sens moins pudique? Est-ce que, par exemple, demain, tu es en couple, tu vas pouvoir librement embrasser ta compagne dans la rue? Ou alors c'est encore quelque chose qui... Enfin, non, ça se fait pas pour toi. Non, pour moi, c'est... En fait, on peut s'intégrer, mais il y a de ces choses avec lesquelles on a été éduqué, avec lesquelles on a grandi, parce que moi, je suis pas venu ici très jeune. Je suis arrivé à 19 ans, 20 ans. Hmm. Donc, du coup, j'avais déjà eu une certaine éducation. J'avais déjà été forgé. D'ailleurs, c'est ce qui m'a aidé à mon intégration ici. Donc, il y a de ces choses, tu peux pas les enlever. Parce que, C'est tes valeurs, en fait. ouais, ce sont tes valeurs. Hmm. Comme on dit, pour savoir où tu vas, il faut savoir déjà d'où tu viens. Donc, cette partie-là, c'est des choses qui sont... Je dis pas que quand une autre personne le fait, ça va me déranger. Non, 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 bien sûr. pas du tout, ça me dérange pas, sincèrement. Mais moi, j'ai du mal à le faire. Hmm. Ouais. D'accord. J'ai vraiment du mal à le faire. C'est vrai, ça te gêne. Ouais, je suis gêné après. Du coup, le French kiss, Ouais, le fameux French kiss. non, pas possible. Du moins, pas devant tout le monde. Ouais, pas devant tout le monde. Ça Sinon, reste dans ta zone d'intimité. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont un peu surprise, un peu chamboulée de ce type-là depuis que t'es ici, en fait? Bon, là, après, ça fait longtemps, ça fait 10 ans. Ça fait Donc, 10 ans maintenant, donc non. Ou peut-être que je m'en rappelle pas, mais pas particulièrement, mis à part le fait que j'ai été nostalgique au début, le fait d'être choqué de voir les gens qui étaient réservés, ouais. après le fait de voir les gens s'embrasser un peu partout. Ça... C'est marrant parce que tu vois, d'un côté, tu dis que les gens sont réservés. Mhm. Et de l'autre côté, bon, c'est pas pareil d'être réservé et pudique. Ouais. Mais, et d'un autre côté, les gens vont pas avoir de mal à s'embrasser, tu vois, devant, ils sont... devant tout le monde. Mais par contre, communiquer et faire preuve de sociabilité, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué pour les gens ici. C'est ce que j'ai Contrairement à la Guinée, où à les la gens Guinée, vont être... sociabilisent très facilement, Ouais, mais ils restent pudiques quand même. d'accord. Ouais.
En fait, ils gardent une certaine distance ou alors c'est vraiment quand quand c'est dans la sphère familiale, personnelle, ça reste Oui, c'est ça. Quand c'est vraiment familial, personnel, ça reste personnel, quoi. Ouais. Les gens sont plus cachés, sinon Et au niveau sociabilité, non, oui. Ouais. Ça, il n'y a pas de problème, les gens... Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens intégré en France? Tu te sens intégré, bien, heureux? Bah, je sais pas, intégrer, ça dépend de la définition qu'on donne au mot intégrer. Ouais. Parce que pour moi, c'est un peu complexe de dire intégrer ou pas. Je pense que toute personne, quand on arrive dans un nouvel environnement, Mhm. on doit faire de manière à comprendre comment ces personnes-là vivent Ouais. et essayer de ne pas déranger. Et quand on dure dans un endroit, je pense qu'obligatoirement, on s'imprègne de ce qu'il y a dans cette société. Donc forcément, tu vas suivre le mode de vie et c'est pas quelque chose de très compliqué, à moins qu'on le refuse. Donc moi, je pense qu'au bout de 10 ans, passé ici en France, avec tous les amis que j'ai eus, avec les événements sportifs que j'ai faits, les différents événements à la fac, les enseignements que j'ai faits, je pense que oui, j'ai ma place. Enfin, je me sens intégré dans le sens où, dans la simple définition du mot intégré. Ouais. Ouais. Et dans la définition plus compliquée, parce que là, quand on t'écoute, on a un peu l'impression qu'il y a une autre facette. Non, c'est pas qu'il y a Où une autre facette, parce que ça dépend de la définition de l'intégration. Par exemple, quelqu'un peut me dire, quand tu es intégré, c'est quand tu suis les lois, les mœurs et les manières de vivre de cette société. Tu ne fais pas de choses qui dérangent cette société. Et une autre personne va me dire, bah pour être français, il faut que tu essayes de faire comme les Français. Le cochon, ça ne te dérange pas. Telle chose, ça ne te dérange pas, tu vois. Mais tu vois, ça, c'est pourquoi je te dis, ça dépend vraiment de la définition du mot intégration. Tu vois. D'accord. Dans le sens où je m'identifie à cette société, mais aussi j'ai des choses que je n'aime pas. D'accord. Je veux pas. Qui ne vont pas avec Ouais. Tes valeurs, en fait. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça. Oui, c'est ça. Oui. Donc, dans le vrai sens de l'intégration, oui, je me sens intégré. Il n'y a pas de problème. Et tu te sens bien? Oui, je me sens bien. Ouais. Et je me sens bien aujourd'hui, oui. Parce que tu t'es pas toujours senti bien? Au début, c'était très difficile. Et surtout quand j'étais à l'université avec des moments d'examen où il fallait aller travailler pour payer ses études, c'était compliqué. C'était compliqué. Tu suis un cours jusqu'à, je sais pas moi, tu suis le cours jusqu'à 16h, 17h. Ouais. Tu vas travailler jusqu'à 23h pour payer tes études. À ces moments-là, tu te dis, là où j'étais chez moi, j'étais chez mes parents, je dormais chez eux, je ne me souciais pas de la nourriture. Donc oui, ça, c'était des moments difficiles. T'as fait ça pendant combien de temps? Toutes mes études. Toutes tes jusqu'au études? Doctorat. Tu travaillais, tu faisais quoi à côté? Le premier job que j'ai eu, qui m'a d'ailleurs beaucoup marqué, j'étais livreur de pizza. C'est vrai? Ouais. J'étais J'étais Pizza Yulo et je livrais aussi des pizzas, ouais. Ah, c'est fou ça. C'était chez Pizza Hut au rond-point, mais ils ont fermé depuis un moment. T'étais aussi pizzaiolo? Tu faisais aussi les pizzas? Ouais, je faisais les pizzas et je livrais aussi. Donc on alternait avec parce que c'était un job étudiant, mais agent polyvalent. Ok. Du coup, on restait en magasin et on allait livrer aussi. Ah oui, ça devait être intense quand même. Oh, c'était intense, mais bon, ça allait quoi, faut travailler. Moi, mon père m'a habitué à travailler depuis le bas âge, donc... C'est vrai? Tu travaillais aussi en Guinée? Oui, je travaillais. C'était pas forcé. Non. Je suivais mon père parce que, voilà. Ouais, non, mais bien sûr. Ouais, mon père, il a des épiceries. Du coup, je le suivais tout le temps. Bah, tu l'aidais je l'aidais à décharger, charger, remplir les rayons, tu vois, des choses comme ça. Du coup, c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup fatigué quand je suis arrivé. Mais mentalement, la famille très loin, tu assumes tes cours, tu vas assumer aussi l'argent, c'était un peu complexe. Oui. Ouais, du coup, j'ai fait ça, livreur de pizza. J'ai terminé, j'ai fait agent de sécurité. Et après, j'ai travaillé chez Jiffy en tant que caissier et vendeur en rayon. D'accord. Après, quand j'étais en master, j'ai travaillé à Renault Sandouville. Ça, c'était l'expérience la plus difficile. Ah oui, bah tu faisais les cars. Ouais, je faisais les cars, mais je travaillais la nuit. Et le matin, il fallait venir en cours. Et comment t'as fait pour gérer ça, Aujourd'hui, je me demande. C'est vrai? Je sais pas. J'ai choisi certaines matières
que j'estimais n'était pas très importante pour mon parcours futur, qui Mhm. était importante, mais qui n'affectait pas beaucoup mon parcours futur. Du coup, j'ai mis ça de côté. Je venais juste aux examens pour avoir une petite note, pour ne pas Oui. être défaillant, et je donnais tout dans les matières principales. D'accord. Du coup, j'ai fait ça pendant 5 mois, je pense, à Renault-Centreville. Mhm. J'ai mis un peu d'argent de côté. J'ai fini mon Master 1. Master 2, j'ai pas travaillé. Enfin, si, j'ai travaillé que à Jiffy, samedi, dimanche. Ouais. Et après, quand j'ai commencé la thèse, j'étais un peu payé. Bah oui, du Ouais, coup. du coup, ça allait. Donc, les moments difficiles, ce sont ces moments-là. Mhm. Ces moments-là, c'était vraiment difficile. Mais après, pour moi, Et ça reste une expérience. bah oui, là, ça, Ouais, ça endurcit. Et ça reste une puis, expérience. tes parents en Guinée, ils pouvaient t'aider ou pas financièrement ou tu as dû assumer tout seul? La première année, quand je suis venu, faut savoir déjà que pour venir par Campus France, en partant de chez moi, il faut Mhm. payer 7 300 € dans le compte bancaire. Ah ouais, ok. L'argent qui doit être viré ici pour les besoins Ouais. de la personne. Et ça, je te dis, 7 300, ça revient à peu près à 700 € par mois. Mhm. Et Ouais. la monnaie là-bas, elle est très faible. Donc Mhm. pour quelqu'un qui travaille là-bas, tu peux être bien de la classe moyenne, mais avoir 7 300 €, c'est compliqué. Bah oui, j'imagine. Donc, du coup, je suis venu avec 7 300 € la première année. J'étais un peu bien. Mhm. Et après, je ne pouvais pas me permettre. Je me suis dit, j'ai des opportunités de travailler, de payer mes études. Je ne pouvais pas me permettre de faire financer mon père encore plus, sachant Bah que oui. j'ai des frères et sœurs là-bas, tu vois. Mhm. Du coup, j'ai fait comme je pouvais. Tes frères et sœurs, ils sont toujours en Guinée? Il y en a Combien? un peu. T'as combien de frères et sœurs? C'est vrai? Mon père est polygame. D'accord. Et tu retournes souvent en Guinée ou pas? T'es retourné plusieurs fois depuis 10 ans? Ouais, je suis venu, j'ai fait 5 ans. Je Mhm. suis parti en Ok. 2019 ou 2020. 2020. Ouais. Je suis parti en 2020, Après le Covid? juste avant le Covid. 2019 alors. 2019 du coup. Ouais. Juste avant le Covid. Mm. Non. Bah, 2020, je suis allé au mois de janvier. Ah, t'es allé, ok, Ouais, tout janvier. début d'année. Février, je suis allé au mois de février. Je suis revenu le 14 mars, ça devait fermer le 17 mars, Ah, je ok. pense. Ah oui, t'étais Ouais. Oh, toute j'étais- juste. Oh, ouais, j'étais limite. Je Ok. suis parti d'abord en 2019. Mhm. Là, je suis parti au Sénégal, après en Guinée. Et en 2020, je suis parti directement en Guinée. Depuis ça, je suis pas reparti. Ah ouais. Ça te manque ou pas? Oui, ça me manque, forcément. Ouais. Forcément. Je sais pas, tu pourrais dire non. Si, ça me manque. Ça me Ouais. manque. Moi, je suis quelqu'un, je garde un peu les liens. Du Mhm. coup, mes amis du collège, du lycée, il y en a beaucoup avec lesquels je garde les liens. T'es souvent en contact avec eux? Oui, on est Ouais. souvent en contact et... Ouais. C'est Il y a- pas trop difficile de garder le lien C'est au difficile. long terme? C'est difficile dans deux sens. C'est difficile dans le sens où... moi, dans mon cas, je suis quelqu'un... je suis comme ma mère. Hein. On aime trop garder les liens. Quand Oui. on se lie d'amitié avec quelqu'un, quand c'est sincère, on garde. Mhm. Tu vois. Et sur le long terme, c'est vrai que c'est difficile parce que quand tu es très occupé et que tu n'envoies pas de message ou quand tu n'envoies pas de message, les gens se disent ah oui, tu n'envoies pas, tu écris pas et ça, l'amitié, ça s'estompe. Mais moi, j'ai la chance, les amis que j'ai là-bas, en général, même si on fait 1 an, 2 ans sans parler, le jour où on se reparle, c'est comme s'il ne s'est rien passé. Oui. C'est comme si on s'était vu hier. C'est la vraie amitié, ça. Oui, du Mm. coup, c'est les gens avec lesquels on a fait des bêtises au collège, au lycée, donc... Oui, c'était des gens Ouais. vraiment très proches, quoi. Ouais, c'était des amis proches, ouais. Et il y a la famille qui me manque beaucoup, mais bon, Mm. c'est les aléas de la vie, hein. On Et parle par avec WhatsApp. Et avec ta famille, t'arrives aussi à garder un vrai contact, un vrai lien? Oui, Ouais, je parle tous les jours avec mon... c'est vrai. On a parlé tout à l'heure. Alors, à quelle heure on a parlé? On a parlé tout à l'heure. Elle est là, 14 heures. On a fait 33 minutes et 18 minutes au téléphone. Ah oui, d'accord. Ouais. Bah, c'est important. Hein. Oui, je garde le lien. Je parle avec ma mère, je parle avec mon père, avec mes frères. Et est-ce que en France, t'as réussi à créer des liens aussi forts que, amicalement du moins, que t'as Oui. en Guinée? Ouais. Oui, ouais.
J'ai eu des liens très forts aussi avec des amis, notamment pendant la thèse Oui. ou même pendant les études. Ouais, j'ai eu des amitiés. Hmm. J'ai eu beaucoup d'amitiés. Enfin, qui sont d'autres origines, hein. Bah oui, Qui oui. sont, là, j'ai des amis qui sont guinéens, avec qui je D'accord. m'entends super bien. Avec eux, ça se fait, je sais pas, de manière plus simple Oui. parce que on vient du même Il y endroit. a le sentiment d'appartenance aussi. Ouais, exactement. Hmm. Et d'autres amis qui sont soit des Français ou des Algériens ou d'origine algérienne, des Oui. Français ou des Français, tu vois. Et est-ce que là, tu dirais que tu as trouvé ta place en France? Tu veux rester... Enfin, tu te projettes à l'avenir ici aussi ou pas? Si. Ou tu retournerais en Guinée ou tu vas peut-être aller ailleurs, je sais pas. Bah, ça dépend de... Enfin, en France, oui, je veux bien m'établir en France. Comme Ouais. résidence peut-être principale, mais ça ne m'empêchera pas de bouger. Non, c'est sûr. Ouais. Du coup, je pense que oui, ça sera Guinée-France. Guinée-France et ça dépendra vraiment de l'avenir professionnel que j'aurai. Oui, bien Ouais. sûr. Et c'est quoi un peu... Enfin, qu'est-ce que c'est, toi, ton avenir professionnel? T'aimerais faire quoi? C'est quoi tes projets, tes Travailler, objectifs? travailler à l'international, Ouais. ouvrir une boîte qui pourra œuvrer en Guinée, dans mon pays d'origine, pour essayer d'aider un petit peu. Si jamais je vais dans la construction d'une école ou quelque chose qui s'approche, un centre de formation qui s'approche de ça, créer des bourses qui permettraient à des jeunes de là-bas ou à des jeunes filles de là-bas de venir ici et d'avoir une certaine expérience, de voyager parce que en Guinée, il y a vraiment du talent. Les jeunes ont du talent, mais il n'y a pas de répartition en termes de bourse ou en termes d'aide, tu vois. Donc tu D'accord. peux avoir le talent, avoir l'intelligence, mais ne pas avoir la chance de partir. Ne pas avoir l'opportunité, quoi. L'opportunité. Ouais, il y a beaucoup de... je dis pas que je suis la personne qui va venir sauver, Non, mais bien mais sûr. c'est Oui, juste oui. que moi, ce que je pense comme projet personnel, c'est de réussir à avoir soit une petite école ou avoir un centre de formation dans lequel il y aura des bourses au mérite et avoir un partenariat avec soit des laboratoires ici ou des universités pour pouvoir qui viennent en stage, qui repartent, qui essaient de voir un petit peu comment ça se passe. Ah, c'est un beau projet, ça. Ça permettrait aussi de vraiment créer un échange entre les deux Voilà. pays, quoi. Ouais, ça rejoint le cadre de notre interview parce que ça va toucher un peu la migration des peuples Oui. ou des populations parce que moi je pense qu'entrer en contact avec une autre population différente de la sienne, c'est déjà une école Oui. parce que tu Pourquoi? apprends beaucoup de choses. Déjà le fait d'apprendre la langue, c'est une richesse. Chaque langue a ses spécificités et ses avantages et autres choses aussi. Et la deuxième des choses, la culture. Quand tu apprends la culture d'une autre personne, ça devient une richesse. Tu vois? C'est par exemple quand tu vas aujourd'hui en Chine, toi tu parles français, tu croises quelqu'un d'autre là-bas qui parle français, tu auras plus d'affinité avec cette personne qu'avec une autre personne qui ne parle pas la langue que tu comprends. Bien sûr. Tu vois? Donc pour moi, oui, le voyage, la migration, c'est quelque chose qui est enrichissant et qui est bien. Et je dis surtout ça parce que pendant ma thèse, j'ai fait un Erasmus en Allemagne. Ah oui, d'accord. Ouais, où j'ai fait 4 mois. D'accord. Donc je suis arrivé là-bas, je n'étais pas très fort en anglais. Je savais conjuguer, faire une phrase, mais j'avais pas un vocabulaire en anglais. Du coup, j'ai passé 4 mois et j'étais avec des Espagnols, j'étais avec des Latinos, des Allemands. Ah bah Erasmus, oui. Ouais, en Complètement. Erasmus, il y avait un panel de nationalités et franchement, c'était très très enrichissant. Et ça t'a... Parce que du coup, ça fait, entre guillemets, double migration. Oui. Et ça t'a apporté quoi, justement, de faire cet Erasmus? Outre la richesse de rencontrer d'autres gens, enfin, l'Allemagne, c'est quand même un pays où la culture est assez différente de la France aussi, hein. Bah, ce que ça m'a apporté, c'est que la première des choses, j'ai appris l'anglais Ouais, rapidement. Et, c'est sûr. Mais c'est sûr parce que qu'il fallait communiquer.
Quelques mots d'allemand, j'espère aussi. Bah, je connais Kartoffel, je connais Dankeschön, Mhm. je connais Bitteschön, je connais Wasser, l'eau. L'eau, ça veut dire quoi? C'est Wasser. Ah, Wasser, W-A-2-S-E-R. ça veut dire l'eau. Oui, je Ok. sais pas comment ça se prononce bien, tu vois. Ok, ok, Wasser. Je connais Achtung, Achtung, ça veut dire quoi? attention, parce que dans mon Achtung. laboratoire, c'était marqué un peu partout. Ouais. Il y a beaucoup de mots que j'ai oubliés. Hmm, Sinon, j'en avais appris quelques-uns. ok. Bah, pour moi, c'était une école parce que j'ai vu beaucoup de nationalités différentes. Hmm. Et ça m'a permis de voir un petit peu comment ça se passe en plus de la France. Mais vu que j'avais déjà migré de la Guinée pour la France, donc de la France vers l'Allemagne, pour moi, le gap n'était pas énorme. Non, bah non, c'est sûr. Ouais. Mais par contre, à la rencontre et face aux autres, qui peuvent être par exemple, je sais pas, mexicains, espagnols, américains, Mhm. t'as ressenti quand même des grosses différences dans la façon d'agir, dans la façon d'être Est-ce que aussi, parce qu'il y avait il y avait des Français ou pas dans ton Erasmus? Il y avait un Français que je connaissais, parce qu'on venait du même labo. Il y avait d'autres Français, mais T'es resté plus ouvert à l'international j'étais qu'aux plus à Français? l'international. Non, c'était les Français qui étaient plus réservés entre eux. Très français. Ça, je suis désolé de le dire, mais Ah non, mais c'est vrai. il y avait des groupes de Français qui étaient tout le temps ensemble. Hmm. Et c'était, pour moi, je me suis dit, je suis allé en Allemagne, il faudrait que je trouve, que je vive. Ah bah oui, non, mais bien sûr. Que je vive vraiment pleinement de ce que j'ai, que je prenne le maximum de positif. Hmm. Bah, du coup, je me suis ouvert aux autres nationalités. Ils étaient très, très aussi accueillants. Hmm. Et j'avais connu même des Égyptiens. D'accord. J'avais jamais rencontré de ma vie C'est vrai? d'Égyptiens, ouais. Ah, moi non plus, je crois pas. Bah, j'en ai rencontré là-bas et franchement, c'était cool. Encore Ça, une c'est culture bien. totalement différente aussi. Une culture totalement différente, mais j'ai retrouvé chez eux des choses que j'ai chez moi en Guinée. Comme quoi, par exemple? Bah, comme cette fameuse pudeur dont je te Ouais. parlais. Ah oui? Ouais. Et enfin, beaucoup de choses. D'accord. Ouais. Beaucoup de choses, que ça soit sur la manière de cuisiner certaines sauces ou la manière d'être. Tu vois, pas très réservé. Quand il s'agit du social, c'est des gens qui partent parler aux gens Ouais. et qui ne sont pas, je dirais pas, c'est pas méchant envers les Français ou d'autres personnes, mais ils Ne n'étaient pas t'excuse très pas. individualistes. Ouais. Ils n'étaient pas individualistes, ils pensaient un peu société. Ils pensaient en société et Ouais. collectivement, quoi. Ouais, collectif. Ouais. Peut-être c'est parce qu'ils ont quitté leur pays aussi. Oui. Mais ça, j'avais remarqué ça aussi. Et c'était des Égyptiens qui vivaient en Allemagne ou c'était aussi des Égyptiens en Erasmus qui venaient d'Égypte directement? Venus d'Égypte qui étudiaient en Allemagne. D'accord. Ils avaient fait 2 ans, 3 ans ou même Ah 4 oui. ans. Ils C'est étaient comme là depuis moi de longtemps. la Guinée pour la France. D'accord, ok. Ouais, ils ont fait un truc de campus et ils sont arrivés là-bas. Parce que c'est quoi exactement le programme que tu as dû faire pour venir en France? Campus France. Au fait, ça, Je sais pas ce que c'est. au fait, Campus France, c'est... au fait, en France, on a Parcoursup. Ouais. Donc, une fois que tu as ton bac, tu passes par Parcoursup, tu vas à l'université. Donc, si tu viens d'un pays étranger et que tu veux t'inscrire dans une université française qui est publique, tu es D'accord. obligé de passer par l'organisme que le gouvernement français a mis en place qui s'appelle Campus France. D'accord. Et ils ont une base dans tous les pays où ils sont. Bah, tu t'inscris en ligne. Tu dis, ouais, moi je veux aller étudier en France. Ils te demandent les documents qu'il faut constituer. Tu constitues les documents, tu fais tout en ligne. Ils te donnent un rendez-vous pour passer l'entretien. L'entretien technique d'abord pour savoir si tu as les connaissances et ce que tu as dit sur tes papiers, si c'est bon. Ok. Et ensuite, tu payes une certaine somme. Après l'entretien, ils envoient maintenant ton dossier aux universités françaises. Et c'est les commissions d'admission ici qui vont examiner ton dossier. Et ils vont te dire, ouais, toi, tu as l'admission ou tu n'as pas l'admission. Donc, tu as 2 niveaux de validation. Tu as la validation après l'entretien à Campus France. Ils vont valider, ils vont donner un avis favorable ou non. Ensuite, ils vont transférer ton dossier aux universités. Ouais. Et les universités vont choisir de te prendre ou pas pour D'accord. l'année d'après. Ok. Donc, du coup, ça se passe comme ça.
D'accord. Et une fois que tu as l'admission, ils vont t'envoyer une notification. Avec cette notification, tu prends rendez-vous à l'ambassade pour prendre le visa. Ok. Et ensuite, tu viens avec un visa long séjour, 1 an. Tu passes tes études et tu renouvelles. Après, on te donne un titre de séjour qui te permet de faire tout ce que tu veux. C'est comme la carte d'identité, mais pour étrangers. Et aujourd'hui, tu es toujours avec un titre de séjour ou tu as fait la demande de nationalité? J'ai fait une demande de nationalité depuis 2020. Ouais. J'ai passé l'entretien en avril. Avril 2023. 3 ans plus tard. Ouais, 3 ans plus tard. Et là, j'attends. Normalement, il m'avait dit dans 6 mois, j'aurai une réponse. Ok. Mon dossier au ministère et j'attends. Mais sinon, j'ai un titre de séjour, passeport talent chercheur. Et tu fais tout avec, quoi. Oui, bah, j'imagine. Ça change rien, en fait. Ou très peu de choses. Oui, si tu as le passeport, tu as plus de... Enfin, tu as accès à tout en tant que Français. Avec le titre de séjour, tu peux pas avoir accès à d'autres choses. Par exemple, là, moi, au travail, quand j'ai postulé, je pouvais aller travailler dans le domaine, je dirais pas militaire, mais un domaine qui touche un peu le secteur militaire. Et vu que je suis étranger, je n'ai pas le passeport français, j'ai été redirigé vers le civil. D'accord. Tu vois, donc il y a des secteurs stratégiques où tu ne peux pas y aller si tu n'as pas le passeport. Ok. Ouais, mais si tu as le titre de séjour, tu peux avoir un travail, tu peux faire tout ce que tu veux. Moi, tout ce que j'ai fait pendant les voyages, je suis parti en tant qu'étudiant français là-bas, c'était avec mon titre de séjour. D'accord, ouais. ok. Du coup, sur cette partie-là, quand on suit bien les études et qu'on respecte ce qui est demandé, il n'y a pas de problème. Ouais. Et est-ce que en France, tu t'es déjà senti rejeté et senti que tu n'étais pas, entre guillemets, français? Est-ce que tu as déjà senti, j'ai pas envie de dire une haine, ou une forme de racisme, tu vois, mais est-ce que tu t'es déjà senti vraiment différent? Je pense qu'au début, forcément, quand tu arrives dans un endroit où majoritairement, tu vois, un type ou une certaine typologie de couleur que tu n'es pas habitué de voir chez toi, je pense qu'au début, oui, il y a une certaine sensation. Une certaine sensation. Mais dire que moi, j'ai subi quelque chose... Moi, je suis quelqu'un, j'ai la parole facile. Du coup, je parle à tout le monde enfin, pas sans limite, dans la limite du raisonnable, mais je parle à tout le monde. Je suis pas introverti, je veux dire. Je suis quelqu'un d'extraverti. Donc, ce problème-là, de racisme direct, je ne l'ai pas eu de manière directe. Ok. Mais une fois, c'est juste marrant. J'étais monté dans le... C'est juste marrant. J'étais monté une fois dans le tram, j'avais mon sac à dos, j'étais, je pense, en licence 3 ou master. J'avais mon sac à dos, je suis monté, il y avait une dame qui avait son sac. Dès qu'elle m'a vu, elle a pris son sac et elle a fait ça. Du coup, moi aussi, j'ai pris mon sac à dos, j'ai tourné de l'autre côté. Tu vois, donc pour moi, c'est marrant, tu vois. Ouais. Mais subir le racisme direct, moi, je ne l'ai pas subi. D'accord. Moi, je ne l'ai pas subi. Mais c'est marrant ce que tu disais juste avant, que toi, tu étais hyper sociable, que tu allais facilement vers les gens et tout ça, parce que Paul, ce midi, disait exactement pareil, que lui, il allait super facilement vers les gens, qu'il était ouvert et tout ça, et que du coup, c'était entre guillemets plus simple, parce que les gens sont avec toi comme tu es avec eux. Donc, donc c'est sûr que ça joue beaucoup. Et en général, il y a beaucoup de personnes qui disent des choses déplacées ou des choses racistes parce que ces personnes-là, elles ont peur de l'inconnu. Elles ne connaissent pas la personne et si tu es réservé, vous restez sur, tu vois, ouais, je te vois. La personne aussi, ouais, je te vois, tu vois, elle peut te lancer quelque chose. Mais si directement, toi, tu ne laisses pas l'opportunité... Je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui subissent le racisme. Non, bien sûr. Il y en a plein qui subissent. Mais moi, personnellement, j'ai pas subi. Parce que je suis extraverti, je pense. Ouais. Parce que tu es ouvert, en fait. En quelque sorte. Ouvert aux autres, quoi. En quelque sorte, oui. Ouais. Et là, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un
quelqu'un qui vient d'arriver, là, quelqu'un qui vient d'arriver pour étudier, quelqu'un qui vient d'arriver de son pays, peu importe le pays, que ce soit un pays qui vient d'Amérique, qui vient d'Asie, qui vient d'Afrique, peu importe, mais qui vient d'arriver en France, toi, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, sans que ce soit forcément un conseil, mais juste une sage parole. Les sages paroles d'Elad. On va le noter quelque Voilà, part. c'est ça. Effectivement, j'en ai hébergé parce que je faisais partie de l'association des Guinéens du Havre. Là, depuis un moment, avec les occupations, j'ai pas pu être actif. J'en ai hébergé quelques-uns chez moi. D'accord. Mais les gens qui arrivent tout nouvellement, moi, ce que je leur dis, l'objectif principal, c'est les études. La deuxième des choses, je sors en soirée avec eux. Par exemple, les Welcome Night, les soirées où il y a beaucoup d'étudiants. Je sors avec eux pour leur montrer qu'il ne faut pas être dans son coin. Ok. Il y a des soirées étudiantes. J'en ai eu même là, il y a 2 ans. J'en ai hébergé un petit chez moi. J'ai hébergé un petit chez moi. Il est venu une semaine, la semaine d'après, on est sorti, on est allé à une soirée où il y avait beaucoup de Français, si je dis de Français, de couleur blanche. Et il y avait d'autres étrangers qui étaient des Colombiens. Donc le fait que dès le début, qu'il entre en contact avec des personnes qui sont différentes de lui, je vais dire, en couleur de peau, ça lui ouvre l'esprit de pouvoir discuter avec les autres. Et ce que je peux leur dire, et ce que je dis toujours, c'est quand tu as besoin de quelqu'un dans ta classe, va vers la personne. Ne sois pas timide, parce qu'en général, les gens qui viennent, nous qui venons de l'Afrique, en général, c'est pas qu'on est timide, mais on est réservé, on observe beaucoup. Ouais. On observe beaucoup, on n'ose pas aller vers les gens. Et parfois, les gens disent, ouais, peut-être qu'il ne connaît rien, peut-être qu'il est comme ci. Mais non, on est juste réservé et on observe beaucoup parce que notre éducation nous dit toujours qu'il faut être réservé et il faut être comme ça. À part que là, on est dans une société où il faut parler. Si tu as besoin de quelqu'un, il faut aller lui parler parce que ce n'est pas la personne qui va venir te demander. Oui. Donc voilà, moi le conseil, après tout ça, le conseil que je peux dire, donner à toute personne qui vient d'arriver, il ne faut pas rester dans son coin, il faut sortir de sa zone de confort. Aller parler aux gens, aller aux événements sportifs où il y a beaucoup de personnes, aller au Welcome Night, c'est pas parce qu'on va à une soirée ou au Goodbye Night, c'est pas parce qu'on va à une soirée étudiante qu'on va louper son année. Oui, d'accord. Donc tout ce qui est organisé au sein des universités où ça ramène beaucoup d'étudiants, une mixité de personnes, il faut y aller. Et toi, qu'est-ce qui t'a aidé quand t'es arrivé justement à t'intégrer? Quand je suis arrivé, j'ai un ami qui habitait dans mon quartier, des gens en Guinée que je connaissais, qui est venu 1 an avant moi au Havre. Ok. Donc du coup, il avait fait des amis. Ah oui, d'accord. Et quand je suis arrivé, il m'a présenté à beaucoup de ses amis. On sortait ensemble. Et quand on sortait avec ses amis, c'était fluide parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Il avait ses amis, mais du coup, à la fin, c'est devenu mes amis. Il y a des gens jusqu'à maintenant, on garde contact et on parle tous ensemble. Parce que il pouvait m'emmener là-bas et que je me mettais comme ça timide, sans parler aux gens. Ça allait passer, mais c'est lui qui m'a aidé à vraiment m'intégrer pour la première fois ici. D'accord. Et tu disais juste avant, et après, ce sera notre dernière question pour aujourd'hui. Okay. Tu disais que toi, ton éducation, elle avait été vraiment différente. Tu disais que toi, dans ton éducation, tu avais appris certaines choses. Et qu'est-ce que tu vois de différent vraiment dans ce que toi, tu as appris par rapport à ce que tu peux voir ici dans la vie de tous les jours et comment peuvent être éduqués les gens en France? C'est large comme question, mais... C'est aussi prétentieux si je me lance à répondre sur cette question. Mais non, c'est pas prétentieux, c'est juste pour expliquer les différences, tu vois. C'est pas... Le but n'est pas de dire... Alors nous, en Guinée... mais plus de dire, tu vois, comment ça se passe, en fait. Qu'est-ce qui toi, t'as vu vraiment comme différence? Parce que t'en parlais juste avant. C'est pour ça m'a un peu interpellée. Je vais juste prendre un seul petit exemple. Par exemple, moi, en Guinée, si j'ai... Enfin, peut-être ça se passe pas chez tout le monde, peut-être ici, hein. Mais je dirais pas que c'est un respect religieux envers les parents ou autres, mais t'entendras jamais quelqu'un répondre à son père
dire ta gueule ou des choses comme ça. Ah oui, Et ici, dans la rue, j'en ai vu plein. c'est vrai? Oui. Peut-être c'est, tu vois, Oui, peut-être oui, c'est bien une sûr. certaine frange de la société, tu vois. Oui, Mais ou quand tes parents prennent de l'âge, tu les mets dans un foyer. Moi, chez moi, c'est pas comme ça. bah oui, comme dans beaucoup de pays, hein. Il y a beaucoup de pays, Ouais. même beaucoup plus proches que la Guinée, où ça se Ouais. passe pas comme ça, hein. Rien Bah. qu'en Italie, Bah voilà. ça... enfin, tu verras beaucoup moins Ouais. de personnes âgées dans les EHPAD. En général, Bah, tu voilà. les viens prendre chez toi, quoi. Ouais. Ça, c'est un autre exemple. Moi, Mm. moi ça, je sais Ça pas, te choque? ça me choque. Et parfois, quand je travaillais aussi, il y a certains amis à moi, je leur disais que j'envoyais de l'argent à mes parents. Mm. Ils me disaient, bah, t'envoies chaque fin du mois, t'envoies tel, ou chaque 2-3 mois, tu envoies de l'argent à tes parents. Ils me disaient, bah, non, tu donnes pas l'argent comme ça. Tu vois? Il y a certaines personnes Ils qui me comprenaient disaient pas ça. que t'envoies de l'argent à tes Ouais, parents? Ah ouais. ouais? Il y en a qui comprenaient pas ça. Je dis pas que c'est tout le monde, hein. Non, non, bien Moi, sûr. c'est les choses auxquelles j'ai été confronté, tu vois. Mm. Et entre autres, c'est des choses qui me reviennent en tête tout de suite Mm. dans la différence. D'accord. Ouais, c'est... Et si tu devais choisir un mot pour... c'est peu, un mot. Pour définir... pour définir, en gros, ton immigration. Si tu devais choisir un mot pour définir ton expérience de l'immigration. Un seulement. Ouais. Apprentissage. Apprentissage. Ouais. Pourquoi? Bah, parce que moi, le fait de bouger, ça a été une grande école pour moi. Du point de vue éducation, donc quand on part sur l'école, sur les études, enfin aujourd'hui je suis docteur, donc pour moi ça a été d'une grande, ou peut-être je vais changer le mot, je vais dire richesse. Le fait de voyager, bah, j'ai eu une richesse, je dirais pas, je suis très intellectuel déjà, j'ai un doctorat. Et de deux, apprendre à vivre avec d'autres sociétés, parce qu'il ne faut pas oublier que la chose la plus complexe au monde, c'est les relations humaines. Et plus tu rencontres de gens, plus tu vois comment les gens vivent et tu apprends à affiner comment traiter avec d'autres personnes. Pour moi, c'est ça. Ça, c'est un très beau mot de fin. Merci Merci à beaucoup, toi. Marie. De rien, merci à toi. Merci beaucoup à Eladj de nous avoir partagé son parcours, de nous avoir partagé son histoire et sa façon d'avoir vécu son immigration, ou plutôt ses immigrations. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vos fêtes se sont bien passées, que vous démarrez l'année avec motivation et dynamisme, et je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée. À bientôt!